Bienvenue sur 42 nuances de SF, le podcast français qui explore tous les aspects de la science-fiction. Je suis Clara et je suis super contente de vous embarquer avec moi pour un nouvel épisode. Qui parmi vous peut me citer de tête une pièce de théâtre de science-fiction ? On voit très vite que l'exercice n'est pas simple et c'est peut-être même la première fois que vous entendez parler de théâtre de science-fiction, mais j'espère qu'à la fin de cet épisode, cette petite niche de la SF vous paraîtra moins opaque. Et pour ce faire, je reçois aujourd'hui sur ce podcast Romain Bionda. Alors bonjour à toi Romain, un grand merci d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast et bienvenue à toi. Merci à toi. Tu es maître assistant en littérature comparée à l'université de Lausanne en Suisse. On fait un petit coucou à nos auditeurs et nos auditrices suisses. Mais tu fais aussi plein d'autres choses et j'aimerais te laisser le soin de nous présenter un petit peu toutes tes activités si tu veux bien. Oui, j'avais fait d'abord une thèse sur la lecture des textes dramatiques et j'avais travaillé sur le théâtre fantastique pour mon mémoire de master et il y avait déjà là un intérêt de ma part pour, l'historiographie du théâtre. C'est-à-dire que dans le livre, le fameux livre de Todorov sur le fantastique qui est paru en 1970, comme on dit en Suisse, eh bien, il n'y a pas de théâtre. Alors que, le fantastique, quand on va voir au XIXe siècle, les œuvres de référence, c'est Faust de Goethe, qui est une pièce de théâtre, c'est, Hamlet ou Macbeth de Shakespeare. Donc en fait, c'est bien des pièces de théâtre, auxquelles on pense quand on pense au fantastique, enfin pas uniquement, mais ce sont vraiment des œuvres de référence. Et tout d'un coup, au milieu à la deuxième tiers du XXe siècle, le théâtre disparaît des corpus. Et voilà, donc j'avais travaillé là-dessus. J'ai fait ma thèse sur la lecture des textes dramatiques, où j'ai pu approfondir justement ces relations entre les études littéraires et les études théâtrales, surtout en France. C'est-à-dire que par exemple, l'un des grands arguments qui sert à convaincre les gens que les études théâtrales, c'est une discipline en soi, pour elle-même, qui a une approche propre, des objets propres, et donc elle ne peut pas être entièrement contenue dans les études littéraires. C'est l'idée que les textes de théâtre ne peuvent pas être lus comme des romans. Et donc on va le dire et le redire et le redire. Enfin, on le dit déjà depuis le XVIIe siècle, mais au tournant du XXe, donc dès les dernières décennies du XIXe, ça s'impose vraiment dans les discours et ça devient une sorte de formule comme ça qu'on répète sans plus l'interroger. Parce que par ailleurs, c'est assez difficile de se demander qu'est-ce que ça veut dire lire comme un roman, par ailleurs. C'est très difficile Oui. en fait de dire ça. Et donc on dit quand lire le théâtre, c'est pas lire comme un roman, c'est encore plus obscur et difficile à comprendre. Bon, ça c'est pour signaler un peu d'où je viens. Ouais. Et en 2018, je crois, ou 2017, je ne sais plus, il y a eu le congrès de la Gesellschaft für Fantastikforschung qui, traduit en français, veut dire la société, d'études du fantastique. Et dans ce cadre-là, je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu l'idée de monter un panel sur le théâtre fantastique, pardon. Ok. Avec, l'idée d'axer la question sur des questions de lecture, donc d'interprétation. Et donc là, on m'a tout simplement demandé d'intervenir là-dedans et j'avais déjà un peu tout dit ce que j'avais à dire. Et je ne sais pas comment ça s'est fait, mais on m'a un peu dit que, en fait, ce serait plus intéressant, en effet, que je fasse quelque chose sur le théâtre de science-fiction. Comme ça compléterait un peu, C'est un peu inédit aussi le théâtre de science-fiction, c'est peut-être pour ça, non Je sais pas trop, mais parce que par ailleurs, c'était un peu bizarre. Je pense que là, il y a des questions de traduction et tu verras que c'est vraiment très important, pour ce sujet. C'est-à-dire qu'en allemand, fantastique, c'est comme en anglais, ça veut un peu dire l'imaginaire, si tu veux. Oui, ok, ouais, Fantasy en allemand, ça veut dire l'imagination. ok. Et donc, pour, les germanophones et les anglophones, le fantastique, tu vois, c'est aussi la SF. D'accord, ok. Ah, c'est intéressant. C'est plutôt fantastique qui est, souvent, une sorte de le terme parapluie quoi, le terme chapeau. Alors que nous, peut-être en français, on aurait tendance à dire que c'est la science-fiction et puis on fait une différence avec le fantastique à cause de Tsvetan Todorov qui avait écrit ce livre en Mmh. 1970. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que nous, en France, c'est les genres de l'imaginaire, dont, la science-fiction, le fantastique et la fantasy, mais enfin, en tout cas, moi, je l'ai presque toujours entendu comme ça, donc c'est intéressant de voir que c'est pas la même chose dans d'autres pays, quoi. Voilà, ouais. Et donc c'est là où je sors ma petite casquette de comparatiste, c'est-à-dire que,
ça m'intéressait déjà dans la thèse parce qu'évidemment, quand on parle de manière de lire le théâtre en France, on ne lit pas que du théâtre français. Donc j'avais dans mon corpus des personnes qui parlaient d'œuvres étrangères ou écrites, dans d'autres langues que le français. Donc c'était déjà une thèse de comparer, en plus entre théâtre et littérature. Et là, pour le coup, avec la science-fiction, je crois que pour les organisateurs, mais bon, là, peut-être que je m'avance un peu, mais c'était pas nécessairement problématique. C'est-à-dire qu'ils voyaient assez bien des images de théâtre un peu de SF, quoi. Mmh. Mais sans que ça ait, je sais pas, sans que ça ait été réfléchi et moi, par ailleurs, j'ai tout de suite accepté en voyant pas du tout de problème. Je me suis dit: «Ah oui, oui, je vois très bien quelques exemples». Hein, il y a RUR de Karel Bien Čapek qui sûr. est cette pièce de 1921 ou 20. Mmh. Il y a des problèmes de traduction là aussi et en gros, dans cette pièce, il y a le mot robota, enfin robot, Mmh. qui, veut dire, esclave ou corvée en vieux Mmh. slave et ensuite ça s'est traduit très, très vite dans plusieurs dizaines de langues. Vraiment dès les premières années, ça a un succès absolument mondial et ça popularise le mot robot, dans les autres langues. Voilà. Où là, tout d'un coup, ça veut plus dire, forcément esclave ou corvée, tu vois? Ça veut dire, être artificiel, créé en usine parce que c'est le cas des robots, Ouais, de la exactement, pièce. ouais. Ils sont par ailleurs des êtres humains. Ils ont aucune pièce mécanique, c'est vraiment des êtres, Oui, organiques. dans la pièce, il y a justement, on devine pas que c'est des robots, quoi. C'est vraiment des copies, conformes à, enfin, l'être humain de chair. Oui, avec quelques fonctions en moins quand même. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a ouais, ouais, ils peuvent pas éprouver l'amour, ils peuvent Oui. pas éprouver la douleur. Puis après on rajoute ces choses-là, puis ça provoque justement leur révolte Mmh. parce que tout d'un coup ils souffrent et ils sont fâchés. Voilà et donc j'avais, en fait, des idées en tête assez, claires. Par ailleurs, j'avais d'autres exemples de théâtre, des avant-gardes, du début du XXe siècle sur lequel j'avais un peu travaillé en dehors de ma thèse. J'avais travaillé sur le futurisme, italien et puis, là, il y a aussi pas mal d'exemples, notamment une pièce qui s'appelle L'angoscia delle macchine, donc l'angoisse des Mmh. machines, de Ruggero Vasari, où il y a mon accent italien est nul, hein, donc, Non, non, je ferai pas mieux, hein. je suis italien, mais je le parle, enfin vraiment, bon voilà, on va pas commencer. Donc j'avais plusieurs exemples en tête et donc j'ai soumis cette proposition sans me poser de grands problèmes, en fait. Je me suis dit: «Ah oui, bah, très bien, ça me sortirait un peu de mes habitudes, j'en ai marre du fantastique», Mmh. voilà et en fait, quand j'ai commencé à travailler, à présenter, à préparer la conférence, j'ai été vraiment très embêté parce que je me suis aperçu que, il y avait quasiment pas de recherche Mmh. sur le théâtre de science-fiction, au point où vraiment l'association des 2 termes était, vraiment ultra Ah oui. rare. Je me suis, vraiment retrouvé face à un vrai problème, de me dire: «Pourquoi? Comment ça se fait?» alors que j'ai des exemples très clairs en tête, de pièces, comment ça se fait qu'en gros, on ne les appelle pas science-fiction? Parce que c'était ça le problème, c'est-à-dire qu'il y avait des articles sur ces pièces, on en parle, elles sont analysées, parfois même on les analyse dans les termes qui pourraient ressembler à de la SF, hein. On dit: «Ah voilà, il y a des sortes de novum», alors on dit pas novum, donc ces nouveautés qui irriguent la science-fiction, on va dire, voilà, il y a, des machines, inventées, c'est un univers Mmh. techno-scientifique où on va parler, tu vois, d'autres types de choses avec des adjectifs, mais jamais le terme, science-fiction ou vraiment extrêmement Mmh. rarement. Souvent en plus dans des passages, tu sais, où quelqu'un dit: «Voilà, cette pièce de science-fiction, ta, ta, ta» et puis ensuite la personne n'y revient jamais Ouais, dessus je vois tout à fait. et donc je me disais: «Ah tiens, il y a l'air d'avoir une sorte de gêne». Les gens ont l'air de soit simplement on n'a tellement pas l'habitude d'appeler ça science-fiction que, bah, personne n'y Mmh. pense, alors que quand même c'est voilà. Ou alors il y a quelque chose de plus profond, une vraie veine, un vrai, des vraies difficultés, historiographiques et là, pour le coup, il m'a semblé que c'était le cas Mmh. parce que, je reviens à ce que je disais au début, donc ce phénomène d'indépendantisation ou d'autonomisation des études théâtrales vis-à-vis de la littérature, des études littéraires, donc du côté des gens qui font de la recherche sur ces Mmh. objets. En fait, il suit un mouvement d'indépendantisation des objets eux-mêmes. C'est-à-dire que, les metteurs en scène du début du XXe siècle, c'est les premiers à dire que, le théâtre, il est fait pour être joué, que c'est pas, un texte écrit et ils insistent beaucoup et vraiment beaucoup sur le fait que le théâtre est un art du présent. Mmh. C'est pas un art, qui est destiné à être lu parce que, bah, quand on lit le théâtre, le présent n'est pas là. Soit on l'anticipe parce qu'on l'imagine dans un futur Mmh. ou soit il est passé parce qu'il y a déjà eu une mise en scène et donc ils insistent beaucoup sur cette question-là. Donc le théâtre, c'est un art du présent et cetera
et ça sert aussi à différencier le théâtre dans d'autres, types de controverses qui sont très importantes au tournant du XXe siècle, qui est la concurrence avec le cinéma. C'est-à-dire qu'on observe, dans certains endroits une baisse de fréquentation des théâtres et une hausse de fréquentation des Mmh. cinémas. Certains sont très enthousiasmés par le cinéma et disent en gros qu'il y a aucune raison de penser que le théâtre va survivre à l'avènement du Mmh. cinéma. Et là, en réponse à ça, si tu veux, il y a pas mal d'artistes du théâtre qui disent: «Non, non, non, le cinéma, c'est pas un art du présent non plus, c'est un art de la représentation, on filme avant, les acteurs sont pas vraiment là». Et en fait, le théâtre, c'est un art de la coprésence, donc qui met en présence des comédiens et des, Mmh. spectateurs. Oui, je vois. Et ce mouvement-là, il va évoluer tout au XXe vers l'inclusion de ce qu'on n'appelait pas encore la performance ou l'art de la performance, donc le happening, et ça gentiment, ça devient, on appelle ça théâtre aussi. Mmh. Et si on regarde en même temps qu'est-ce qui se passe dans les discours sur la science-fiction, on a au contraire l'insistance sur le fait que la science-fiction, bon, c'est aussi un roman du merveilleux scientifique et cetera, mais il y a aussi une dimension anticipatrice. Donc on parle du futur, quand même un peu, ou en tout cas on représente le futur, même si c'est pour parler du présent, ce genre de choses. Et tout d'un coup, il y a comme une sorte d'incompatibilité, j'avais l'impression, dans les termes mêmes, OK, oui. qui fait que quand tout d'un coup, on invente le terme science-fiction, qui est traduit de l'anglais, enfin qui est repris tel quel de l'anglais, Mmh. science fiction, on a repris le terme, anglais sans le traduire. C'est un terme qui a remplacé, en fait, des termes qui existaient déjà en français, mais plutôt pour parler des romans, donc les romans d'hypothèses de Maurice Renard ou ce genre de choses-là. Oui, il y avait Le Merveilleux Scientifique aussi en France et qui a été beaucoup remplacé après, par cette, science-fiction du coup. Exactement, voilà. On aurait pu imaginer que cette substitution, tu vois, elle aurait pu être propice à l'inclusion du théâtre, parce que quelque part science-fiction, c'est plus large, fiction, c'est plus large que roman. On a des fictions qui sont théâtrales, on a des fictions qui sont cinématographiques et cetera, et en fait non. En France, ça continue à qualifier les romans, et sans doute que l'exclusion continuée du théâtre vient de ce fait que, il y a cette espèce de gêne vraiment au niveau des termes, quoi. Cette idée que la science-fiction parle du futur et que le théâtre parle du présent. Que le théâtre, c'est un art du présent et que la science-fiction, c'est un genre du futur. Et ça, c'est une sorte d'incompatibilité qui se prolonge dans les objets eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a des formes théâtrales qui, en effet, peuvent représenter des fictions, qui ont lieu dans le futur, ou des fictions, post-apocalyptiques. Il y en a plusieurs, d'hypothèses, ce genre de choses-là. Mais il y a toujours la performance réelle des comédiens au plateau qui interfère dans notre perception et qui fait que le théâtre, ça devient plus nécessairement non plus un art de la fiction, ou pas Mmh. uniquement. Voilà. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'au XXIe siècle, tout d'un coup, on voit, parce que l'enquête s'arrête pas là, où je me suis dit: «Ah tiens, bah, voilà, j'ai expliqué pourquoi on parle pas de théâtre de science-fiction, donc Ouais. pourquoi on utilise d'autres termes pour en parler». En réalité, au tournant du XXIe siècle, donc surtout à partir de 2010 peut-être, il y a de plus en plus d'artistes qui qualifient leurs propres pièces de science-fiction. Oui, j'ai ce sentiment, alors tu es en train de confirmer un peu l'impression que j'ai, mais j'ai vraiment cette impression que il y a, l'âge d'or du théâtre de science-fiction, c'est un peu maintenant, enfin depuis voilà les années Mmh. 2010, Et là, il me semblait que ça avait à voir avec un changement justement dans ce qu'on entend dans science-fiction. Bon, déjà, c'est un genre qui s'est complètement démocratisé, qui a infiltré les autres mmh mh. genres, y compris la littérature blanche. Tu vois, bah, l'Anomalie, qui a eu le Goncourt, par exemple, quoi. Encore l'anomalie, je trouve qu'on l'a il a très rarement été, désigné de science-fictif, hein, ça reflète aussi un peu cette gêne dont tu parlais, où le terme science-fiction n'est pas du tout assumé, enfin voilà, ou un peu méprisé, ou alors on utilise des termes un peu plus chics, comme voilà, anticipation utopique, comme tu as dit, et je trouve que le cas de l'anomalie, qui est donc le Goncourt, de l'année 2020 de Hervé Le Tellier, c'est passé la même chose aussi. Enfin ça se retrouve aussi dans la littérature blanche, cette tendance-là, et voilà, c'était en 2020, donc c'est assez récent quand même, mais les choses changent quand même. Oui, oui, c'est ça, c'est-à-dire que ça passe d'une sorte de niche où on a l'impression que c'est de la littérature de genre, et cette science-fiction de genre, elle continue d'exister, mais quand même, il y a des Oui, hybridations qui se constatent un peu partout. Donc je pense que l'imaginaire de l'ASF, en tout cas certains imaginaires de l'ASF, on pense à ceux de la conquête, mmh, spatiale, on pense à ceux de l'intelligence artificielle démoniaque, de la révolte des machines, ils ont bien infusé au-delà des genres, science-fictionnels, et à cet égard-là, on peut voir que les auteurs de théâtre aujourd'hui, donc par auteur, j'entends pas forcément écrivain, mais aussi metteur en oui. scène,
OK. Voilà. C'est des personnes qui s'approprient cet imaginaire qui est disponible, en fait, très largement disponible. Tout le monde a à peu près vu Star Wars, tout le monde va voir Mmh. Dune, enfin ce genre de choses-là, quoi et donc ils se l'approprient parce qu'il est disponible. Donc il y a ça d'une part, donc ils disent pas forcément: «Ma pièce est une pièce de science-fiction», mais ils disent: «Ma pièce s'inspire de la SF» ou mobilise des éléments science-fictionnels. Et puis ensuite, on a aussi peut-être une évolution du terme science-fiction lui-même, tend à, se distancer de l'anticipation. On peut-être, j'ai l'impression, on fait une plus grande, différence entre les 2 Mmh. genres ou les 2 sous-genres et heu et la science-fiction, quand on regarde la littérature, scientifique sur le sujet, mais aussi les écrivains eux-mêmes, ils insistent beaucoup sur le fait que la SF parle d'aujourd'hui, parle du présent. On qu'en réalité, on imagine, oui, des sociétés, qui uchroniques ou utopiques ou dystopiques ou qui ont lieu dans le futur ou qui ont lieu dans le passé ou voilà, peu importe, mais qu'en réalité, l'idée, c'est vraiment de parler du présent. À cet égard-là, le blocage que je voyais dans cette idée que la SF, ça parlait du futur, il tombe un peu. Enfin, il est un peu Oui, désactivé. oui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on peut dire, science-fiction et qu'en fait, ça qualifie quelque chose de beaucoup plus flou qu'il y a une trentaine, une quarantaine d'années Mmh. et donc tout d'un coup, ça devient disponible, et on peut l'utiliser pour parler théâtre sans plus avoir l'impression de, tu vois, de faire une erreur. Oui, OK, je vois. Ça, c'est vraiment l'explication un peu très longue et très large. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'on voit, ouais, cette tendance, en fait, là, en fait, si je comprends bien, il y a presque, toujours eu des éléments science-fictionnels dans le théâtre, mais on l'a réalisé un peu, que, rétrospectivement, en fait, Ouais, alors et après, je sais pas si on l'a réalisé rétrospectivement ou si on s'autorise depuis peu Oui, à dire que c'est des éléments ouais, ouais. science-fictionnels. Ouais, c'est très Et différent, ça, ouais. je sais pas. Tu vois, je sais pas si on se dit: «Ah bah, en fait, on peut appeler ça de la science-fiction» Mmh. ou si, c'est plutôt qu'on voit des éléments qu'on ne voyait pas avant. Oui, voilà. Bah, on va dire que, voilà, comme tu dis, il est plus démocratisé, il est moins, perçu comme un genre aussi, populaire, que qu'on n'assumait pas trop aussi et tu dis aussi dans tes travaux, peut-être une autre explication de, pourquoi il y avait pas cette science-fiction dans le théâtre, mais surtout, pendant le XXe siècle. C'est que, c'était l'époque où le la science-fiction était encore perçue comme un genre, très populaire et que le théâtre, c'était perçu comme un art assez, enfin plutôt élitiste. Ouais, ça, je me rappelle plus exactement où je le suggère, mais c'est une possibilité, que je peux pas Ouais. vraiment prouver. Mais de fait, j'ai l'impression que, c'est surtout le théâtre parlé qui résiste à la science-fiction. Tu vois, il y a pas mal de bizarrement, l'opéra est plus élitiste que Mmh. le théâtre, Mmh. sans doute en termes de prix des places, simplement. Oui. Mais il y a plus de spectacles de SF, à l'opéra qui se disent SF parce qu'il y a des adaptations de romans. On pense à Oui, il y en a eu beaucoup. Solaris, par Mmh. exemple, qui avait fait un grand bruit, mais c'est pas le seul. Par contre, c'est vrai que dans le théâtre parlé, là, il y a peut-être cette idée que, en fait, la science-fiction aussi suppose une sorte d'adhésion, tu vois, à la fiction, à une Mmh. idée de spectacle, à quelque chose d'un représenté qui est vraiment vraisemblable et qui suscite l'adhésion totale des spectateurs, Mmh mh. comme au cinéma, par exemple, ou dans la littérature où on s'imagine un monde, alors qu'au théâtre, ce serait plus difficile d'obtenir cet effet, Mmh. sans doute, en fait, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas, alors si on définit l'ASF par ses effets, ça pose tout un tas de problèmes théoriques aussi, parce que du coup, c'est variable selon les personnes et cetera. Mais, c'est aussi une autre manière de définir peut-être l'ASF et c'est peut-être aussi un endroit de blocage. On se dit: «Mais voilà, au théâtre, on n'a pas le sentiment Ouais. ce sense of wonder qui serait caractéristique, donc ce sens de l'émerveillement, tu vois, qui serait caractéristique des spectacles de SF». Mais ça dépend vraiment des personnes. Enfin, moi, j'ai aucune peine, par exemple, parce que peut-être je vais au théâtre très souvent, mais j'ai aucune peine à oublier complètement qu'il y ait des gens qui jouent en face de moi. Oui. Beaucoup de gens disent: «C'est difficile de représenter la SF au théâtre» et là, pour le coup, je suis pas d'accord. Je pense que justement parce qu'il y a cette, peut-être ces clichés un peu en tenaces de, au vu des scénarios un peu stéréotypiques de la science-fiction, ça demande des moyens un peu, grandiloquents, enfin, comme des costumes, de robots ou d'extraterrestres ou des voyages sur d'autres planètes ou des voyages spatiaux. Mais, je sais qu'il y a notamment la pièce, Fin de partie de Samuel Beckett, qui est clairement du post-apo. Mmh. Et il y a pas nécessairement une mise en scène, comme on pourrait se l'imaginer dans une pièce de théâtre de science-fiction.
Mais je pense que justement c'est un peu Mmh. ce cliché Ouais, qu'on voilà, a, la SF nécessite pas forcément de gros moyens. Bah, si on pense à Solaris, par ouais. exemple, pas très compliqué de le faire, en fait. Mmh mh. Et puis à leur fin de partie, là, il y a cette idée qu'en effet, on ne sait pas où ils sont. Je Mmh. ne sais pas si c'est du post-apo, mais par contre, c'est clair qu'il y a cette lecture possible, de se dire qu'ils voient rien, et qu'en effet, il y a rien. Après voilà, tout dépend aussi de l'interprétation qu'on en fait, c'est ça qui est cool aussi. Exactement, ouais. Mais voilà, typiquement, on pourrait très bien imaginer qu'on prend une sorte de fin de partie et que là, on rend très explicite le fait qu'il y a rien, que le Mmh. monde est détruit ou je sais pas, que ce sont les derniers habitants, sauf erreur, c'est pas dans la pièce. Et là, on a une œuvre de post-apo, sans aucun moyen technique, Mmh mh. voilà. OK. Donc c'est ça aussi, c'est en effet, je pense qu'il y a vraiment tout un tas de moyens pour contourner cette cherté Mmh. de la production des effets, de la technique aussi. Par ailleurs, le théâtre repose en entier sur les conventions, c'est-à-dire que, voilà, c'est un art Mmh comme mh. ça. On va au théâtre, on accepte que ça représente, une fiction et en même temps, à chaque instant, on peut avoir le comédien qui s'adresse en son Mmh nom mh. propre, au public et qui rompt cette fiction, et ensuite qui y retourne et on n'a aucun problème pour gérer ces allers-retours, pour comprendre les plans, dire: «Ah voilà, il y a la fiction représentée pendant 3 minutes, puis ensuite on a un commentaire sur cette fiction, puis ensuite on retourne dans la fiction» et on n'a aucun problème à faire ça et donc si on n'a aucun problème à faire ça, on n'a aucun problème à accepter le fait qu'on est en train de nous représenter, bah, peut-être avec des bouts de carton, une, fiction, science-fictionnelle. Enfin, de mon point de vue, voilà. Mais là, c'est pas tout le monde est d'accord avec moi. En parlant de technique aussi, on en a un petit peu parlé dans nos échanges par mail, mais il y a donc ces nouvelles, technologies aussi qui enrichissent de plus en plus les pièces de théâtre et les mises en scène. On voit de plus en plus, ben, de projections, d'images vidéo, d'illusions, un peu, holographiques et tu parlais tout à l'heure de Mmh Novum mh. justement et donc ce que j'ai appris, c'est que ces Novum un peu inhérents à la science-fiction, parfois, ben, viennent à s'immiscer, sur scène et donc j'ai appris un truc de fou, c'est qu'il y a de véritables robots qui, ont joué dans, des pièces, de science-fiction. Je sais pas si toi, tu as déjà pu assister à une pièce de théâtre, avec un robot sur scène? Ça doit être assez impressionnant. Alors, non, si on parle de robots humanoïdes, mais par contre, oui, j'ai déjà vu des spectacles avec des bots, par exemple, donc des bots, OK, d'intelligence artificielle. Là, ça va dépendre de ce qu'on va appeler en effet, robot, mais évidemment les robots, oui, oui, il y en a. En fait, le metteur en scène le plus célèbre qui fait ça, c'est Orisa Hirata, d'accord, OK. qui est japonais et qui a écrit plusieurs pièces dès les années 2010 avec des rôles de robots et Sayonara, qui est l'une de ses pièces, qu'il avait écrite avec un robot qui s'appelle Gem F, à Tokyo. C'est une pièce qui a été adaptée en film, donc on peut aussi le voir et dans le film, c'est un robot qui joue. C'est le vrai robot. Enfin, c'est pas Ah un intéressant. ouais, c'est pas une comédienne qui ferait ce robot, c'est vraiment Gem F, donc c'est-à-dire le robot qui joue son propre rôle et donc là, c'est voilà, ça crée une des effets qui sont spéciaux. Oui, bah, oui. Mais ça va pas forcément du côté de la SF. Ouais. Parce que, bizarrement, en fait, c'est comme si ça normalisait et c'est là aussi un endroit qui rend cette interrogation sur est-ce qu'il y a de la SF au théâtre ou qu'est-ce que le théâtre de Mmh mh. science-fiction intéressante. C'est que tout d'un coup, ça normalise un peu ces novums, ça les Mmh. concrétise, ça les rend, réels. Bah, de fait, ils sont là, Et hein. bah, oui. Et donc, l'aspect justement, voilà, d'anticipation, de création d'une fiction, n'existe Oui, pas. dans le futur, Bah, ouais. en fait, c'est un peu désactivé par le Ah théâtre oui, oui, oui. et c'est sans doute ça qui faisait justement, j'expliquais cette tension entre présent et futur, qui provoque cette gêne qui est assez fondamentale et qui empêche pas mal de gens à dire: «Oui, j'ai vu un spectacle de SF». Mmh mh. Mais en fait, quand après tu leur demandes de parler Oui. du spectacle, bon, bah, en fait, c'était de la SF. Mais voilà, eux-mêmes, s'interrogent. Ils se disent: «Mais est-ce que c'était vraiment de la SF?» Tu vois? Parce qu'il y avait vraiment le bot qui était là et puis l'intrigue, on n'était pas en train de parler d'un monde qui n'existe Mmh. pas, c'était pas fondé sur une énigme, par exemple, qui est une grande, chose importante dans les théories de la SF, c'est que la science-fiction serait construite autour d'une énigme. Donc on aurait un novum, on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas exactement ce que c'est ou comment voilà et cette intrigue-là de comment fonctionne ce novum ou qu'est-ce que c'est, ça accompagne la tension narrative sur d'autres,
sur d'autres aspects. Mmh. Et ça, ce serait caractéristique de la SF pour certains qui auraient une définition narratologique du genre, par exemple. Pas centré sur sur le personnel, donc ils disent: il suffit pas qu'il y ait un robot Oui. pour que ce soit de la SF. Pour que ce soit de la SF, il faut qu'il y ait une intrigue basée sur l'énigme. Mmh. Et il faut que le novum, il serve justement à organiser une intrigue, de type, énigmatique, là. Bon voilà, c'est une définition parmi d'autres, hein, mais Ouais, enfin, c'est vrai que quand j'ai appris ça, mon cerveau, il a explosé parce que alors oui, en effet, c'est pas parce qu'il y a un robot que, sur scène que, c'est la pièce, est de la science-fiction, mais voilà, mais en tout cas, ça m'a fait, poser plein de questions et je serais vraiment curieuse de voir ça, enfin, quand on voit un robot jouer, est-ce qu'on peut dire qu'il joue vraiment? Est-ce que, ben, voilà, c'est des artistes? Est-ce que c'est encore du ouais. théâtre? Jusqu'où aussi, ça a du sens de robotiser un casting? Enfin, éthiquement, il y a énormément d'interrogations aussi à avoir, quoi, parce que, ben, de fait, le robot prend quand même la place, d'un comédien ou d'une comédienne et Ouais, bah, justement, ils ont pas mal réfléchi à ça, il y a plusieurs, réflexions mmh, sur cette question, notamment liée à l'effet de présence et puis l'effet de réel. C'est-à-dire que, quand on voit un robot jouer, alors moi-même, comme je l'ai dit, hein, j'ai jamais eu la chance de voir ça parce que j'ai raté, une pièce qui s'appelait, Uncanny Valley de Stephen Kegi à Vidi à Lausanne. Je l'ai pas vu malheureusement. Et là, bon, il montrait, sur un écran les fils du robot qu'il y avait derrière la tête. Donc on a quelqu'un qui parle, qui est un robot et on projetait apparemment sur la scène, en vidéo les circuits qui se trouvaient, derrière le visage. Donc ça travaillait cette question de l'uncanny justement, qui est ce moment ouais, où le robot te ressemble tellement à l'humain que ça fait peur. Enfin voilà, mais du coup, on se pose la question de, bah, qu'est-ce que c'est que cet effet de présence? Est-ce qu'on est en train de voir quelque chose de complètement justement, programmé et donc il y a plus de live? Et donc s'il y a plus de live, s'il y a plus de présent, s'il y a plus de présence, oui, est-ce que c'est toujours du théâtre? Et là, on retombe sur ces vieilles mmh. définitions du début du XXe siècle. On a là, le théâtre, c'est un art du présent et de la présence. Voilà, et on retombe dans des Ouais, ouais, ouais. questionnement de ce type-là, est-ce qu'on peut encore appeler ça théâtre, et cetera. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces pièces qui mettent en scène des robots, qui mettent en scène des IA, c'est pas nécessairement de la SF, mais par contre souvent elles interrogent ou elles remobilisent consciemment ou inconsciemment, parce que c'est le public qui projette ça, sans que la pièce le thématise, les imaginaires de l'IA dans la science-fiction ou les imaginaires du robot dans la SF. Et donc on voit ces spectacles au prisme de fiction science-fictionnelle qu'on a vu au cinéma ou et cetera. Et donc à cet égard, la science-fiction est présente, C'est ça, c'est que la figure du robot est tellement inhérente à la science-fiction et on a d'abord grandi avec cette image, fictive du robot et de l'IA avant que celle-ci, elle imprègne, nos imaginaires, mêmes et d'ailleurs, c'est ce que je disais, on est un peu les dernières générations à d'abord avoir connu, le robot et l'IA, d'un point de vue, fictif et maintenant les générations d'aujourd'hui, c'est plus de la fiction, quoi, c'est de la réalité, et en effet, c'est tellement inhérent à la science-fiction que de fait, on est quand même obligé, voilà, inconsciemment ou pas de faire le lien avec des aspects, un prisme, science-fictionnel. oui, voilà. J'avais une autre question, j'ai l'impression alors en fait là, dans le sud, il y a une compagnie qui s'appelle le Collectif 8, qui est spécialisée aussi dans le théâtre de science-fiction et ils ont adapté, le 1984, Le Meilleur des mondes que j'ai eu la chance de voir et ils vont bientôt adapter aussi La Guerre des mondes que je devrais aller voir aussi donc j'ai vraiment hâte et en fait, on voit que, ben, ces 3 œuvres-là, ce sont des classiques de la Mmh mh. science-fiction. Tout à l'heure, on a cité, Solaris et en fait, j'ai l'impression que la plupart des pièces de théâtre de science-fiction, adaptent vraiment des classiques de la science-fiction. Il y a aussi, ben, il y a eu beaucoup d'adaptations de Frankenstein, il y a aussi, des adaptations de Ubik de Philippe K. Dick, plein d'adaptations de 1984, des nouvelles de Lovecraft, de Blade Runner, de Alien, et comment on peut expliquer alors j'imagine que maintenant, il y a de plus en plus des œuvres originales de théâtre de science-fiction, mais quand même, j'ai l'impression que pendant longtemps, il y a eu le théâtre de science-fiction s'est beaucoup reposé sur des adaptations de classiques, déjà bien connus par le grand public et comment on peut expliquer ça? Est-ce que c'est une façon de s'assurer, bah, que les gens, viennent voir les pièces que les voilà, qu'on connaît plus ou moins ou enfin? Alors je sais pas si en termes de nombre, tu vois, j'ai pas fait d'études, Oui, oui, oui. comparatives, ni confirmer ni infirmer ton impression. Mais par contre, c'est vrai que, enfin moi je vois quand même dans l'histoire du théâtre quand même pas mal de pièces originales de Oui. SF, hein. Si on remonte justement à RUR
qui est L'angoisse des machines et jusqu'à, des pièces, contemporaines, dont on pourrait parler, mais il y a France fantôme de Tiffaine Raffier, qui est souvent citée. Il y a les pièces, de Mmh. plusieurs autres, compagnies, contemporaines. Il y en a vraiment des tonnes, hein, aujourd'hui, c'est plus du tout je peux pas dire que c'est majoritaire dans les programmations, mais Ouais. en tout cas, c'est plus la niche qui existait il y a une dizaine d'années peut-être. C'est vraiment très régulier, soit vraiment sous la forme assumée de c'est de la science-fiction, soit sous la forme de on retravaille l'imaginaire SF ou un certain imaginaire SF pour, le déjouer, pour proposer, tu vois, un décalage, Mmh. pour, soit pour le contredire souvent, en me disant: «Bah, il y avait une pièce, très très intéressante qui s'appelle Quitter la terre de Joël Maillard et cette pièce, ça parlait justement de générations qui devaient partir dans, l'espace pour, échapper enfin pour parce que la terre devenait inhabitable et donc il fallait partir et ensuite on reviendrait dans plusieurs générations. En fait, ce qui était intéressant dans cette pièce, c'est que, à plusieurs moments, on attirait vraiment l'attention sur le présent du plateau. Donc tu vois, il y avait cet imaginaire de la SF, on connaît bien, hein, Ouais. escapiste. Donc, on va trouver un plan B, on va, se mettre dans un silo. Là, en ce moment, je regarde la série Silo, qui est pas Oui, oui, mal. oui, franchement, oui. La série est plus appréciée que les livres, j'ai l'impression aussi, mais Ouais, alors j'ai pas lu les livres, mais ça me donnait presque envie de les lire, ouais. Bah, enfin, on a cette idée, hein, mais aussi avec les vieux films de, cette fameuse planète B, hein, qu'on mmh. cherche, enfin qui est présente dans les fictions de SF où on peut s'échapper et puis en même temps, dans, certaines fictions contemporaines, on n'arrête pas de dire: «Il y a pas de planète B, il Ouais. y a pas de plan B» et ça, c'est très fort au théâtre. Donc on l'avait vu avec, Don't Look Up, Mmh. par Bien sûr, oui. exemple, où à la fin, ils vont sur cette planète puis ils se font bouffer. Alors il y en a une, mais en fait, on peut pas y être, quoi. Elle est ultra dangereuse et au théâtre, c'est très souvent le cas. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'œuvres qui disent: «Attention, il y a cet imaginaire qu'on a, mais il est contré sur scène». En rappelant qu'en fait, on est ici, Ah, c'est on super est, intéressant. il y a un Ouais. plateau, il est là, et donc on est dans le présent. Donc ils utilisent le théâtre comme, sorte de contrepoint à l'imaginaire science-fictionnel et ça, c'est très intéressant, notamment dans, ce qui est un autre domaine de mes recherches, qui sont les questions Oui. d'éco-fiction ou de fiction climatique, et là, pour le coup, il y a souvent un écho dans ces fictions, climatiques au théâtre, à ces imaginaires escapistes ou, technoscientifiques Mmh. ou, et donc là, il y a un recoupement très fort de corpus, justement entre le théâtre de SF ou le théâtre science-fictionnel et le théâtre, ou l'éco-théâtre. Voilà. C'est pas tout le temps le cas, hein. Je pense à par exemple à un auteur qui s'appelle Thomas Kuck, qui est un des auteurs qui a le plus de succès actuellement en Europe, qui est autrichien. Il a écrit, une pièce qui s'appelle, Solastalgie. Là, il y a pas du tout de science-fiction là derrière. Mais par contre, il avait aussi écrit une trilogie dont le titre m'échappe, mais qui s'appelait, Trilogie climatique et donc les titres c'est Paradisfluten, Paradishungern et Paradisspielen qu'on pourrait traduire par, je sais pas, Inonder le paradis, Affamer le paradis et Jouer le paradis. Et là, pour le coup, il y a une dimension OK, science-fictionnelle qui est très nette dans cette, OK. Je connaissais pas climatologie. du tout, Voilà. Mais pour dire que, qu'il y a des interactions à ce niveau-là. Et donc pour revenir à ta question de base qui était de dire: «Pourquoi ces adaptations?» Eh bien, je ne sais pas, mais de fait, c'est une très vieille tradition théâtrale. C'est surtout, là, pour le coup, des gens qui adaptaient des succès, Oui. tu vois, déjà réalisés pour simplement, attirer un public. Et donc on a en effet ce Frankenstein qui a été adapté je ne sais pas combien de dizaines de fois et on dit, souvent que Frankenstein a été, beaucoup plus vu que lu Mmh. et donc il faut imaginer que le succès de Frankenstein doit beaucoup au théâtre et à ses adaptations. Et cette mode-là de l'adaptation théâtrale, elle continue, quoi. Enfin, tu vois, il y avait des gens au 19e qui notamment, Pixérécourt, qui est un auteur très connu. Lui, il adaptait beaucoup de choses, voilà, ouais. Jules Verne, enfin, Zola, enfin, c'est des gens qui ont écrit des romans, qui ensuite en faisaient une version théâtrale régulièrement, quoi. Je sais que Ray Bradbury, notamment, bah, celui qui a écrit, Fahrenheit 451, il a, fait, beaucoup adapter, ses nouvelles, parce que enfin pour lui en tout cas la science-fiction avait sa place au théâtre. Alors ça avait pas beaucoup marché mais
Mais enfin, je sais que lui, il était vraiment motivé par ça. Alors, est-ce que c'était pour aussi gagner plus de sous peut-être? Mais Ouais. enfin, du coup, ça m'a juste fait penser à ça. Ce que tu peux dire, c'est qu'en tout cas, ça augmente les recettes, quoi. Je sais pas Ouais, si ouais, c'était ouais. mieux de publier un livre ou de faire un spectacle, mais en tout cas, si tu as les 2, bah, tu gagnes, voilà, c'est une manière d'utiliser un succès et puis de le rentabiliser encore plus. Et là, c'est vrai que je pense qu'il y a une stratégie de ce type-là, tu vois, de dire: «On va adapter un succès littéraire ou un succès cinématographique», ça arrive aussi pour le théâtre et je pense surtout peut-être, à la fin du 20e et aujourd'hui, il y a aussi cette dimension de prouesse, tu vois? De dire, «On y est arrivé, Mmh. c'est difficile à faire», mais par exemple, on a adapté 20 milieux sous les mers au théâtre, ce qui s'est fait, qui est un roman hyper Et bah, ça, je long, savais pas. Moi, je serais curieuse de voir à quoi, quelle forme ça peut avoir, mais oui, en effet, enfin, quand on y pense, on a du mal à s'imaginer que ça ait pu être adapté, mais oui, donc ouais, dans ce sens de prouesse, ah oui, c'est intéressant. Mmh. Voilà et puis là, tu avais évoqué la mise en scène d'Alien, par exemple. Alors, je sais pas si on pense à la même, mais c'était cette mise en scène faite par un groupe de chauffeurs de bus en Angleterre et qui est du théâtre amateur et là, c'est vraiment enfin, il y a un film, un documentaire qui est sorti, sur eux, qui s'appelle Alien on Stage. Oui, c'est celui-là, je pensais à celui-là, ouais, on parle du Ouais, même. Mmh c'est mh. hilarant, quoi. C'est hilarant parce qu'ils enfin, ils ont fait leurs costumes eux-mêmes, ils ont du coup, on voit certaines scènes dans le documentaire. C'est de parfaits amateurs, mais en fait, ils s'amusent tellement et le public s'amuse aussi parce qu'on connaît extrêmement bien pas forcément tous, mais moi, je le connais presque par cœur, cet Alien et les gens du public ont l'air de le connaître aussi par cœur et de réagir aussi à ces fameuses scènes qu'on attend et qui sont, réalisés d'une manière ou d'une autre, soit déjoués, soit vraiment réalisés de manière assez ingénieuse. C'est vrai qu'on voit les images un peu sur internet, qu'on voit les costumes et tout, c'est vraiment, ça a l'air super drôle. Une autre question, est-ce que tu trouves qu'il y a des genres, enfin des sous-genres, de la science-fiction qui reviennent plus? Alors on a un petit peu parlé des fictions climatiques, même tout à l'heure tu as parlé de l'anticipation, donc ça c'est encore une question des classifications, gros clin d'œil à mon dernier podcast, mais il y a des gens qui considèrent l'anticipation et la fiction climatique comme des sous-genres de la science-fiction et ne font pas la différence, mais je sais qu'il y a des personnes qui, font la différence entre, science-fiction et anticipation, science-fiction et fiction climatique. Mais voilà, au-delà de ça, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un sous-genre qui revient particulièrement? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu la dystopie qui revient assez souvent. Je sais que nous, en France, on a une comédie musicale, alors c'est pas une pièce de théâtre, mais on a une comédie musicale en France qu'on chérit beaucoup qui s'appelle Starmania et qui est clairement de la science-fiction, qui est de la dystopie, politique, cyberpunk, pure et dure et justement très peu de personnes mettent Mmh. le mot science-fiction sur cette œuvre alors que c'en est et justement ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure que les gens ne disent pas qu'ils ont vu un spectacle de science-fiction mais quand ils te parlent du scénario et cetera, de l'histoire, c'est, purement de la science-fiction et voilà et donc Starmania c'est de la dystopie, mais voilà, enfin je sais pas, est-ce qu'il y a un genre, un sous-genre ou des sous-genres qui seraient, surreprésentés un peu dans le théâtre de science-fiction ou pas du tout? Alors, c'est question intéressante. Je pense qu'il faut voir ça dans l'histoire, en fait, de la SF et du théâtre et je pense que, par exemple, les dystopies, ou en tout cas les trucs un peu cyberpunk, voilà, Starmania, c'est déjà ancien. Ouais. Aujourd'hui, j'ai pas tellement d'exemples de ça en tête, j'ai plus en tête des sortes je saurais pas comment les qualifier, en fait, de quel type de genre c'est, mais vraiment, il y a beaucoup d'adaptations, enfin, en mode grand spectacle, d'œuvres de SF et de tout genre, tu vois? Il y a Des fleurs Ouais, pour Algernon, mais il y oui, il a, y a Charlie, ouais. Mmh. voilà, Charlie exactement. Enfin, tout un tas de tu en as cité plusieurs, hein, et il y en a d'autres et donc là, il y a un peu tous les genres, tu vois? Puis si on revient à Solaris, ouais, c'est un genre de SF qui est quand même très différent Oui, bon, voilà. bah, Et puis je dirais qu'il y a aussi une historicité et puis de ce que je vois aujourd'hui, mais c'est peut-être aussi pour le coup, là j'ai de nouveau pas fait d'études quantitatives, mais c'est peut-être ce qui m'intéresse le plus, cet intérêt que j'ai pour les écofictions ou pour ouais, cette tu vois, cette mobilisation de cet imaginaire, à oui. contre-emploi, quoi. Bah, cet imaginaire-là, il est, très mobilisé, mais j'ai envie de dire, dans tous les médias, confondus, Oui, dans le théâtre, le cinéma, la littérature évidemment, mais le jeu vidéo, mais ouais, ouais, du coup, ça se retrouve aussi, au théâtre comme tu disais, c'est, super intéressant oui. et alors, en faisant un peu des recherches, je suis tombée sur un article de Suzanne Gray et Christos Kalo. Alors, je sais pas si tu les connais, mais Christos Kalo, il est,
directeur artistique au sein d'une compagnie qui s'appelle Cyberfic à Londres et qui est aussi spécialisée que dans les pièces de science-fiction. Mmh. Et alors, dans cet article que je mets en description, ils disent, super intéressant, toujours en lien avec les sous-genres de la SF au théâtre, ils disent nous pensons que ce que l'on appelle la hard science fiction, donc encore un gros clin d'œil à mon dernier épisode. Donc, ils pensent que la hard SF, ce n'est pas la meilleure force du théâtre de science-fiction. Pourquoi? Parce que selon eux, il y a déjà des pièces qui ne sont pas de la science-fiction, qui se consacrent déjà à des concepts et des événements scientifiques. Et pour eux, le théâtre de science-fiction, il doit d'abord s'intéresser aux émotions, qu'aux images, aux voix et aux mouvements extraterrestres, plutôt qu'aux machines extraterrestres. Donc en gros, pour résumer, pour eux, la hard SF n'aurait pas trop sa place dans le théâtre de science-fiction et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Alors ça, hem, Tu peux ne pas avoir je d'avis sais aussi, hein. pas. Ouais. Non, je sais pas, tu vois, si on peut avoir des bon, eux, c'est comme tu l'as dit, hein, ce sont des artistes. Ils sont, chercheurs en études théâtrales, mais ils ont aussi une pratique artistique et donc ils sont peut-être à l'intersection, de quelque chose du type de recherche-création ou quelque chose comme ça, qui sont des choses que je peux faire aussi. Mais c'est vrai que c'est une interrogation que je peux avoir moi-même, c'est-à-dire comment je concilie ce que je fais beaucoup, c'est-à-dire les collaborations avec des artistes contemporains et mes recherches. C'est-à-dire que quand on travaille avec des artistes, on évidemment qu'on a des goûts qu'on met en avant, tu vois? Puis on dit: «Ah voilà, ça pour moi, c'est pas de l'ESF, ça pour moi, c'est nul, ça pour moi, c'est pas intéressant» ou «C'est la chose la moins intéressante, le plus intéressant, c'est ça». Tu Mmh, vois? mmh. De discours qui je pense c'est le discours qu'ils ont là en disant ils trouvent que la RDSF c'est pas intéressant en gros, c'est ça Mmh. qu'ils disent Ouais, un peu, ou oui. c'est moins intéressant qu'autre chose au théâtre, qui, me semble être un point de vue de créateur D'accord, aussi, tu OK. vois? Ouais, je vois. Et voilà, moi je m'abstiens de faire ça, mais aussi on a des traditions, académiques très, très différentes entre l'anglais et le français en études, littéraires qui font que, ouais, quand on écrit en français, on a tendance à dire qu'on doit s'abstenir de faire des jugements de valeur, donc en gros la critique, ce qu'on appelle commentaire, la critique, c'est le commentaire d'œuvre. Eh bien, on va s'abstenir en français de faire de la critique évaluative, donc on va se restreindre aux commentaires. Alors que peut-être dans les traditions anglophones, ils ont beaucoup plus de facilité à combiner les 2. OK, OK, ouais, je vois. Et qu'il y a peut-être moins ce tabou. Enfin, là, je parle en tant que personne située, dans mon impression que je peux avoir des gens aussi en tant que comparatiste ou qui voilà, qui travaillent sur, les Ouais, mais du coup, ouais, c'est intéressant d'avoir ton point de vue, voilà. ouais. Et donc, en effet, j'avais dirigé un numéro de la revue Res Futurae, qui est un numéro sur la science-fiction. Donc c'était un numéro sur le théâtre et j'avais suggéré justement dans le numéro qu'on traduise un article des 2 chercheurs que tu as cités. Parce que c'est des gens qui en effet, déjà sont parmi les rares personnes à avoir écrit sur le sujet avant C'est vraiment 2020. très rare de trouver des recherches sur le théâtre de science-fiction. C'est pour ça aussi que je t'ai invitée parce que je suis tombée, enfin, tu faisais partie des premières personnes quand j'ai fait mes recherches. Donc, mais c'est vrai que c'est assez rare. Et je sais que l'article justement de ces deux personnes-là que j'ai lu, il a été traduit par 3 personnes dont je me souviens plus le nom, sauf Irène Langlais. Je me souviens qu'elle a fait partie aussi de la traduction. Ouais, c'est l'article qu'on a fait traduire dans Res Futurae, c'est ça? Bah, il me semble. Si c'est bien celui-là, ouais. Ouais, je le mettrai en description, il est vraiment super intéressant, hein, franchement, Ouais. donc bah, merci pour la traduction parce que ça permet que ça soit accessible, quoi. Mais eux, voilà, comme tu l'as dit, ils ont, tu vois, un agenda aussi créatif, c'est-à-dire qu'ils ont aussi une entreprise, quoi. Ils ont un festival, C'est il y a ça, aussi oui. une dimension commerciale derrière. Mais ça n'empêche pas ouais, c'est un point de vue, bon voilà, moi je sais pas si je le partage parce que je trouve que la RDSF, c'est super et ça crée des super, fictions aussi Ah oui, bien et sûr, ouais. j'adore les fictions un peu, bah, réalistes et au théâtre, j'adore aussi, en fait. J'ai pas besoin forcément que ce soit, de la perfo, j'aime un peu tout au théâtre. Oui, moi Bon. je te rejoins, bon, moi j'aime pas trop tout ce qui est, le déjà la classification de ce qu'on désigne la hard science-fiction, la soft SF, mais je pense que les auditeurs et les auditrices, le savent maintenant. Mais oui, enfin, je vois tout à fait ce que tu veux dire et c'est intéressant d'avoir aussi leur point de vue. Et alors pour terminer, peut-être on va arriver à la fin de l'interview. Est-ce que tu pourrais, nous parler de la Compagnie du Multivers alors?
Bon, je collabore volontiers avec la Grange, qui est un centre, arts et sciences qui est rattaché à l'université de Lausanne et ce centre a un théâtre et donc ça fait plusieurs années depuis que je travaille à l'UNIL, c'est-à-dire à peu près depuis 2014, que je collabore avec eux de manière, ponctuelle. Mais ça s'est intensifié avec la fin de ma thèse parce qu'avec la thèse, on n'a pas le temps, comme tu le sais. Oui. Tiens, tiens, bien sûr, oui. Donc j'avais cessé mes collaborations théâtrales à peu près vers 2017 et puis j'ai repris en 2021. Et depuis 2021, il y a eu aussi un changement de direction et un changement de programmation avec une directrice qui s'appelle Bénédicte Brunet, qui est quelqu'un de très ouvert sur ces questions-là. La science-fiction l'intéresse et donc on a été amenés à collaborer et d'abord, j'ai accompagné une, artiste qui s'appelle Rocio Berenguer, qui est une chorégraphe catalane, mais qui vit à Paris depuis, je sais pas, 15 ans et qui, a créé 2 spectacles qui ont été présentés à la Grange et qui sont des spectacles de science-fiction. Et donc à cet égard-là, on a été, amenés à collaborer ensemble et puis on avait fait un fanzine. Donc elle a écrit des textes, poético-théoriques sur justement son usage de la SF au théâtre pour créer un spectacle qui s'appelait V5 et donc il imaginait une sorte de sommet, tu vois, de G8 mais un sommet des règnes vivants, enfin ou plutôt des règnes, Mmh. qui occupent la planète, Terre, avec, un truc assez marrant parce qu'elle a inclus aussi les pierres et puis les robots dedans OK, et c'est puis elle intéressant. a évidemment fait une distinction entre les humains et les autres animaux pour, mettre en avant des problématiques justement zoopoétiques et de rapport des humains aux autres animaux, même si c'est pas des règnes, distincts. Mmh. Voilà, mais donc elle a créé cette sorte de fiction juridique qui était censée se passer dans un futur, donc c'est une sorte d'anticipation avec une esthétique assez SF et un deuxième spectacle qui s'appelait The Bad Weed, qui est, une sorte de faux concert, enfin non, de vrais concerts, mais de faux êtres hybrides plantes humains qui font de l'éco-pop et dedans il y avait, pas mal de chansons de SF en gros et donc on OK. avait fait un un fanzine qui s'appelle, The Bad Weeds Hyperlien, qui est en accès libre sur le site de la Grange. Enfin, c'est un bel objet que vous pouvez acheter par ailleurs. Sur le site de la Grange, c'est quasiment gratuit. Et c'est des pliages qu'on a fait à Poitiers, enfin qu'elle a fait à Poitiers, avec un super, poster, avec de l'encre de chlorophylle, enfin, c'est vraiment un très bel objet, Ah oui, elle est ouais, elle est elle est très, très c'est belle. ça. Elle est magnifique, ouais, ouais. Et donc, bah, dans ce fanzine, j'ai ajouté un texte, tu vois, une sorte de présentation de son travail, scénique et puis, lors de cette collaboration qui s'est très bien passée, j'ai été mis en contact avec ces compagnies du multivers. Et alors là, c'est vraiment une toute autre ambiance parce que, bah, c'est des personnes différentes, mais qui ont, un autre, délire et en fait, ce délire, c'est la chose suivante, c'est quand même assez barré. C'est l'idée que, donc déjà c'est 3 compagnies qui font partie d'un multivers, qui s'appelle les compagnies du multivers, mais il y a 3 compagnies. Il y a 4 personnes qui animent ces 3 compagnies, donc pas les mêmes, selon les compagnies, c'est des combinaisons à chaque fois, différentes et toutes les créations de ces 3 compagnies feraient partie d'un même multivers. Alors qu'on voit évidemment à chaque fois un spectacle sans avoir connaissance du multivers. Parce qu'on voit un spectacle, puis on rentre chez soi et voilà. Et puis si on voit même un deuxième spectacle par ailleurs d'une autre compagnie, on fait pas forcément le lien, Oui, 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 heu OK. et en fait, c'est un multivers, voilà et l'idée de la Grange, c'était de faire un festival qui s'appelait, la mixtape du multivers et Mmh dans mh. cette mixtape, il s'agissait justement de faire exister ce multivers, d'une manière ou d'une autre et donc ce qu'ils ont fait, c'est de rejouer plusieurs pièces, de créer une fiction 2 fictions radiophoniques, de créer une perfo dans laquelle je jouais aussi et Oh! ouais, c'était vraiment 10 minutes, hein, c'était rien et je faisais rien, j'avais juste les bras croisés en arrière-fond, heu, Quand même, on ne joue pas toutes et tous dans une pièce de théâtre, donc oui. Alors après personne ne parlait, tout le monde avait les bras croisés, en arrière-fond, mais voilà, bon, et puis après, on a écrit un livre qui est un livre de fiction, mais qui est aussi, parce que c'est l'idée de ce centre Arts et Sciences, une édition très sérieuse, et parfaitement scientifique de leurs textes de théâtre, de certains de leurs textes et qui sont très bien, qui sont vraiment super, qui sont super à lire, qui sont vraiment très rigolos. Vraiment, c'est des gens ultra marrants. Ils ont vraiment un sens de l'humour, qui est vraiment génial et après, c'est aussi des personnes extrêmement sympathiques, vraiment des
Ouais, des personnes que j'admire beaucoup aussi humainement. Enfin, leurs pièces sont vraiment très drôles et donc on les a enfin, je les ai éditées, sauf qu'elles sont présentées dans le livre, donc ça s'appelle «La vérité sur le multivers», comme si c'était des documents retrouvés, ou Waouh! des interviews fictionnelles, enfin tout un tas de choses, mais c'est présenté comme des documents fictionnels et qui nourrissent une autre intrigue et cette intrigue, c'est le fait que, on a une scientifique qui s'appelle Janine Wells, qui aurait découvert les sciences multiverselles, donc elle se doute qu'il y a d'autres dimensions. Et puis c'était une scientifique à la base, historienne des religions et puis ensuite qui a quasiment créé les sciences multiverselles. Cette personne a disparu, il y a une vingtaine d'années ou une dizaine d'années, je me rappelle plus et une rédaction, un magazine qui est une sorte de faux magazine d'OVNI. Je sais pas si vous voyez les magazines des ufologues, Oui, oui, qui sont oui, vendus dans les kiosques, eh bien, c'est une sorte de faux magazine d'ufologie, si on veut. Sauf que ah oui. l'ufologie, ça devient les sciences multiverselles et c'est toute une communauté de chercheurs, de journalistes et cetera qui s'échinent à prouver que le multivers existe, qui aimeraient convaincre tout le monde et qui ont des figures tutélaires, ben, Janine Wells et cetera et qui assemblent dans ce faux magazine, tout un tas de preuves du multivers et toutes ces preuves de l'existence du multivers, c'est en fait du matériau théâtral Waouh! des Waouh, compagnies. non mais le concept est Donc génial! c'est, des bouts de pièces, une pièce, par exemple, qui est censée être la retranscription d'une boîte noire d'un U-boat et donc quand on ouvre le livre, on a la boîte noire, qui est retranscrite avec, une mise en page, spéciale. En fait, c'est le texte d'une pièce qui s'appelle «Avec un U-boat». Voilà, mais D'accord. et évidemment, quand on le lit, on ne sait pas que les compagnies du multivers, ce sont des compagnies de théâtre et on ne sait pas que tout ce matériel, c'est en fait des archives théâtrales. Parce qu'à aucun Oui moment c'est dit. et que tout est interconnecté en fait, si on connaît, si on peut faire le lien un peu entre, tous ces Voilà. matériaux-là? Alors, si on a vu les pièces, on fait le lien, mais l'idée, c'était vraiment de faire exister le multivers en format livre, quoi. Pour que les gens, qui ont jamais vu leurs pièces, ce qui serait le cas c'était aussi une demande de l'éditeur évidemment parce qu'on sait très bien qu'eux, ils sont en Suisse romande et donc la probabilité que les personnes en France aient vu leurs pièces, elle est quasiment nulle, à moins qu'ils deviennent connus, dans le monde entier et qu'ils tournent et cetera, ce que je leur souhaite. Mais l'idée là, c'est que ça soit, lisible, comme tel et donc c'est un livre, mais quand on l'ouvre, c'est une sorte de faux magazine. C'est vraiment présenté comme un magazine avec des articles, d'investigation, avec des entretiens, il y a des notes de bas de page qui renvoient à d'autres articles. Heu, voilà, donc c'est un peu ce qu'on a fait et elle et eux, ils continuent à créer des spectacles et ils ont aucune peine à dire qu'ils font de la SF. Ah bah ça fait plaisir à entendre. Ouais. Sauf que quand on va voir leurs pièces indépendamment, bah, il y a souvent pas de SF du tout dans la pièce. Ce qui est SF, c'est l'aspect de lien entre Oui. OK, entre d'accord, les oui, je pièces. comprends. C'est super intéressant, vraiment ce concept-là j'ai hâte de pouvoir lire le livre et vraiment de toute façon, je mettrai tout en description mais ouais, je suivrai leurs travaux de près parce que enfin vos travaux du coup, mais c'est super original je trouve. Surtout avec ce concept de multivers en fait, hein, c'est difficile je trouve de le réinventer et la manière dont ils le font là, avec justement le théâtre, bon il y a aussi le livre à côté, mais je trouve ça super original et franchement, ça donne trop envie donc Ce qui est ouais. intéressant avec eux et elle, c'est qu'ils s'interrogent évidemment sur le théâtre en tant que tel. C'est-à-dire comment on peut raconter des choses au théâtre? Est-ce qu'on peut raconter quelque chose qui excède le temps d'un spectacle et le cas échéant, comment? Et donc ils utilisent cet imaginaire de la SF qui est le multivers, Marvel, mais aussi justement des aspects justement de conquête. Ils ont toute une pièce qui s'appelle, Just Like a Poster, comme donc juste comme un poster. C'est 2 spationautes, qui vivent plusieurs milliers d'années, qui sont perdus dans l'espace et qui chantent des chansons parce qu'elles s'ennuient pour pouvoir, trouver des gens, en fait. Et donc, il y a vraiment cette esthétique, très SF, avec des trucs, chromés, des Oui, costumes très marrants, oui voilà. l'esthétique, oui. Et en fait, ce qui est Mmh. drôle, c'est qu'elle chante, vraiment d'une manière, pas fausse, mais de manière, décalée. Donc c'est vraiment une production musicale qui est vraiment hyper bien réalisée, mais avec un décalage, assumé. Et ensuite la deuxième partie du spectacle, eh bien, on est simplement c'est des gens qui parlent au ralenti et qui parlent de la disparition des grenouilles. Donc ça n'a rien à voir et on est justement dans dans ce que j'expliquais avant de contre-pied. C'est-à-dire on convoque, cet imaginaire justement de l'espace, et puis ensuite on a ce contre-pied avec 2 personnes qui jouent de manière très réaliste, assis l'une face à l'autre, et qui parlent de la Mmh. disparition des grenouilles. Voilà, Ça fait un peu absurde. voilà Ouais exactement. Puis on en revient au théâtre de nouveau, à ce moment-là. et oui. Voilà, donc c'est quand même un temps qui est très,
qui a ses propres originalités. Enfin, le théâtre de science-fiction en général et pas uniquement, le travail des compagnies du multivers ou celui de Rocio Berenguer et qui vaut vraiment la peine d'être abordé comme tel. Moi, c'est vrai que je me réjouis à chaque fois que des gens s'intéressent à ce sujet parce qu'on n'est pas beaucoup. On commence. Oui, complètement et c'est pour ça que moi je ça me fait vraiment très plaisir que tu aies accepté cette invitation parce que c'est pour moi, c'est important de donner la parole à des personnes comme toi qui travaillent sur ce sujet parce que c'est tellement, peu étudié, peu exploré, peu démocratisé. Enfin voilà, le la science-fiction est maintenant très démocratisée, enfin assez démocratisée dans l'esprit des gens, mais c'est vrai que le théâtre de science-fiction, très peu alors que voilà, il y a plein de belles œuvres à découvrir. Tu donnes vraiment très envie, de découvrir aussi tout ça. Moi aussi, je sais que j'ai pas mal de retard aussi, hein, dans le théâtre de science-fiction, mais voilà, alors évidemment, toutes les œuvres qu'on a citées là, je les mettrai en description pour les personnes qui sont intéressées et j'invite, voilà, mes auditeurs et mes auditrices à se pencher un peu plus sur le théâtre de science-fiction, et aussi, bah, voilà, sur ces compagnies du multivers qui vraiment donnent, vraiment très envie. Et voilà, ben, je pense qu'on va terminer, on est arrivé sur la fin de l'interview. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Peut-être qu'on n'a pas dit, c'est, bah, peut-être renvoyer à ce numéro de Refuturae pour les gens qui s'intéressent vraiment au corpus. Et c'est un très gros numéro avec beaucoup, beaucoup d'exemples de pièces, voilà. Et oui, peut-être ce qu'on peut ajouter, c'est qu'on peut se demander, en fait, au fond, si on doit parler de théâtre de science-fiction ou de science-fiction au théâtre. J'ai tendance à dire théâtre de science-fiction pour simplifier, Oui, mais en fait, si on veut être plus exact, ça voudrait dire science-fiction au au théâtre, théâtre, OK. parce que justement, elle y apparaît pas toujours en tant qu'elle-même, ou pas exactement en tant qu'elle-même. C'est qu'il y a quand même une réalité médiatique qui est celle du théâtre ou qui interfère avec la science-fiction qu'on connaît Mmh. et qu'on a pris l'habitude d'appeler, telle et il me semble que la science-fiction au théâtre, elle diffère un peu d'elle-même. Elle est, par à certains aspects ou à certains endroits, par certains aspects, pardon, ou à certains endroits, elle est différente. Il y a des spécificités, en fait, de la science-fiction au théâtre. Elle n'y apparaît pas, forcément en tant qu'elle-même, mais en tant qu'élément, évoqué, élément retravaillé, tu vois? Comme source d'inspiration, Oui, oui, OK. comme, Mmh. et ce qui fait que si on parle de science-fiction au théâtre, le corpus est énorme, mais il déborde de tous les côtés. On a vraiment de la peine à fermer la liste des œuvres qui se réfèrent à ça et donc je pense que c'est vraiment intéressant de le présenter comme ça. Si on parle de théâtre de science-fiction, la liste, elle est beaucoup plus restreinte. OK, ah ouais, je l'avais pas du tout vu comme ça, ouais. Voilà et on se met à discuter, tu vois? De se dire: «Est-ce que c'est vraiment de la SF?» Oui, voilà, bah, ça, on en revient, alors que déjà en dehors du théâtre, c'est un débat qui est assez, assez dominant, oui. voilà, donc moi j'aurais tendance à dire, parler de science-fiction au théâtre plutôt que de théâtre de SF. Parce que pour le coup, si on dit la science-fiction au théâtre, ce débat un peu ennuyé autour des termes, il est, tout à fait secondaire. Parce qu'on peut dire, voilà, il y a, typiquement dans les compagnies du multivers, là, de cette, pièce, You're just like a poster. En fait, à la fin, bah, quand elle parle des grenouilles qui disparaissent, il y en a une qui essaie d'écrire un scénario aussi. Et donc on pourrait imaginer que la première partie, donc c'est les 2 dans l'espace, c'est le scénario que la personne écrit. Donc on pourrait se dire: «Ah ben, en fait, c'était de la fiction, c'était pas vraiment la pièce. Ah oui, OK, oui, oui, je Donc c'est pas de la SF parce que le cadre, il est réaliste, il y a pas de novum, il y a pas de machin». Alors que si on dit la science-fiction au théâtre, ben oui, il y en a. Elle est mobilisée, peut-être sous la forme d'un scénario qu'un des personnages essaie d'écrire, mais elle est là. oui, sous de cet angle-là, en effet, la science-fiction est plus présente qu'on ne le penserait au théâtre, du Mmh coup. mh. Je vois totalement la subtilité entre les 2 et je l'avais pas du tout vu comme ça et je pense que c'est très bien de terminer là-dessus. Mmh. Bah, écoute, merci à toi Romain, franchement c'était, super intéressant, j'ai appris plein de choses, et ça m'a vraiment fait, voilà, comme j'ai dit, vraiment fait plaisir de donner la voix à quelqu'un qui est spécialisé, là-dedans. Est-ce que tu travailles toujours sur, la science-fiction au théâtre ou, sur, toujours dans les genres de l'imaginaire ou, tu pars sur autre chose? Tu restes avec les compagnies du multivers? Bah, d'abord, merci à toi Clara pour l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de partager des passions, parce que c'est une passion aussi, Et oui. avec des personnes qui sont pas, forcément des chercheurs spécialistes de la question. Et donc avec tes auditeurs aussi que je salue volontiers. Ah bah, oui, on les Enfin, ça me salue. fera plaisir aussi d'avoir éventuellement des retours, voilà. Ah bah, oui, n'hésitez pas, hein. Hem Et puis
Aussi par ailleurs pour des collaborations artistiques parce qu'en effet je continue, même si là je me concentre sur la publication d'anciens travaux et donc il faut que je mette en pause un peu le la science-fiction. Mais oui, globalement, je travaille sur 3 sujets, c'est la science-fiction, et le fantastique, au théâtre, l'écolittérature ou voilà et en particulier la question des animaux, donc plutôt la zoopoétique et la question de la lecture, donc la lecture du théâtre qui a rien à voir. Ouais. C'est un peu mes 3 sujets et dans le cadre de la SF, alors là, en attendant d'avoir le temps d'écrire enfin un petit livre sur le sujet qui Oh! pourrait, résumer brièvement les choses que je crois avoir comprises sur le sujet, ces prochaines années, je vais travailler sur la question de l'intelligence artificielle au théâtre. Mais Romain, à mon avis, je vais te réinviter sur ce podcast très probablement. Oui, Bah, écoute, bon courage pour tous ces travaux. J'espère que voilà, ça reste une passion et que tu t'amuses bien aussi. oui, oui, oui. Merci à toi et à très bientôt. Vous retrouvez de toute façon vous retrouverez toutes les informations en description et voilà, je te remercie encore très chaleureusement. Merci à toi Clara et puis à bientôt.